Bonjour chers amis, voilà, on a été interrompu lors de l'histoire du roi Louis XIV, donc je vais reprendre rapidement à peu près là où je me suis arrêté, enfin à peu de choses près, hein. Donc ce sera une vidéo, soit j'arrive à la coller, ce sera en un seul tenant, mais ça fera plus d'une heure, ça ce sera en deux parties ou en trois, je ne sais pas encore. Alors nous continuons. Alors, j'en étais arrêté, j'en étais resté. Alors déjà, je vous rappelle de vous abonner, bien sûr, hein, pour rappel, abonnez-vous, partagez, commentez cette vidéo, mettez un pouce, activez la clochette, etc., etc., etc. Alors, nous continuons. Alors, après la mort de Mazarin, Louis XIV devient roi pleinement. Beaucoup voulurent y voir le début de son règne personnel. Il est juste que le roi innove en supprimant le poste de Premier ministre. C'est même sa première. Ben ça, je l'avais lu, ça. Bon, je continue alors. À 46 ans, donc, se rejetant d'une prestigieuse famille de robes qui s'invente même un ancêtre roi d'Écosse, oui, enfin, j'étais un peu plus loin, mais bon, était un homme incontournable dans le système politique français. Agent zélé de la monarchie durant la Fronde, il est alors procureur général du Parlement. Il était devenu en 1653 le surintendant des finances de Mazarin. Il fut donc l'un des acteurs essentiels de politique fiscale et financière française, donc entre 1653 et 1661. Bien introduit auprès des milieux des spéculateurs et des courtiers, il parviendra à assurer la survie financière du royaume, un tour de force au prix de manœuvres souvent douteuses. Oui, oh ben ça c'est vous, chers historiens, qui, à travers les siècles de la République française, portez des jugements un petit peu douteux, si je peux me permettre. Comment, quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez là? Tout comme Mazarin, il ne néglige pas de profiter de son statut pour s'enrichir et verse rapidement dans la corruption qui, soulignons-le, est généralisée à l'époque. Esprit brillant, Fouquet est un mécène cultivé qui n'hésite pas à parrainer les plus grands artistes. Scarron, Molière, La Fontaine, ah oui, je l'avais lu ça, Le Veau, Le Brun, etc., le Nôtre, pour les plus connus, et surtout à afficher sa réussite, une réussite tout aussi insolente que son magnifique château de Vaux-le-Vicomte, une réussite qui lui vaut bien des jalousies. Mais qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui de nos présidents, hein, chers historiens là? Vous êtes en train de toujours parler des rois là comme étant des félons, des voleurs, des usurpateurs de richesses du royaume. Mais 1000 ans de monarchie contre même pas 300 années de république. Où vous voyez la réussite du pays France, vous? Où vous voyez la réussite à la fois industrielle, financière, diplomatique? Où vous voyez la réussite de notre pays? Énergétique même, j'oubliais. Où vous sentez aujourd'hui qu'il y a une réussite dans notre pays en 2025? Arrêtez de toujours regarder en arrière, de toujours voir les défauts chez les autres, chez les monarques, chez les rois. Les rois de France ont fait beaucoup plus que ce qu'a pu faire un seul président de la République. Bon, je ne vais pas parler du colonel de Gaulle, lequel, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais ça, bon, c'est une autre histoire. Mais autrement, depuis la Troisième République, depuis la fin du roi Louis-Philippe, roi des Français, dites-moi, quelle est la réussite de notre pays? Donnez-moi un élément. Donnez-moi. Oui, bon, d'accord. Le colonel Charles de Gaulle a créé l'indépendance nucléaire de la France. Oui, oui, bien sûr. Tout n'a pas été mauvais. C'est pas ce que je veux dire. Mais depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi un niveau, un statut de la France dans le monde. Donnez-moi un statut. On va rire, hein. En effet, Fouquet agace par ses nombreuses conquêtes et son train de vie ostentatoire, qui est aussi une nécessité de sa fonction, et compte bien vite de nombreux ennemis, dont au premier plan Jean-Baptiste Colbert. Bon, ça, ah ben je l'avais lu ça. Bon, on a souvent, où j'en suis là, oh là,
Bon, je reprends un peu plus loin. Alors, la disgrâce de Fouquet et l'ascension de Colbert, mais ça, je l'ai lu, non? Ben, c'est bizarre, ça. Non, alors non, je ne l'ai pas lu. Non, je me suis trompé. On a souvent dressé de l'homme de confiance de Mazarin un portrait aux antipodes de celui de Fouquet. À l'exubérance et la prodigalité du surintendant, on a opposé la sobriété de la rigueur de cet homme de marbre. Le Nord, comme le surnomme Madame de Sévigné, se serait pourtant oublié que, tout comme son rival Colbert, est un représentant typique du système mis en place par Mazarin, contrairement à l'image que voulurent donner de lui les historiens radicaux de la Troisième République. Il n'est pas réellement un exemple de probité. Oh ben d'accord. Voilà, ils font allusion avec la Troisième République. Non mais c'était la plus corrompue, quoi. Enfin, mais arrêtez, mince alors. Quand on voit Hippolyte, comment il s'appelle celui qui a fait tuer sans merci ces révolutionnaires de la commune, là, comment il s'appelle oh, je ne me rappelle plus. Enfin bon, c'était le premier président de la Troisième République. Il faut arrêter de prendre la Troisième République comme exemple. Oui, on voit tout de suite la gauche, la gaucherie, le côté gauchiste de ces gens, quoi. C'est incroyable. Mais Colbert a pour lui de maîtriser mieux que personne les rouages des montages financiers. Et bien alors, de l'ère Mazarin, il dispose d'une connaissance très étendue des diverses manœuvres de son rival, qui a eu la grande maladresse de faire armer plusieurs places fortes par excès de prudence. Enfin, Colbert, un technocrate zélé et fidèle, a su obtenir l'attention et l'estime du roi. Un technocrate, n'importe quoi. La disgrâce de Fouquet et l'ascension de Colbert. Dans son testament, Mazarin avait mis en garde Louis XIV contre le surintendant qui, bien que compétent, lui semblait trop ambitieux. Le roi prit très bonne note et chargea Colbert, nommé intendant des finances, de se pencher sur les affaires de Fouquet. Au-delà de la rivalité de personnes, on notera que les deux ministres s'opposaient sur la méthode à employer quant à la conduite des affaires. Colbert, en esprit méthodique, penchait pour une rationalisation du fonctionnement de l'État, ce qui était du goût du roi, inquiété par les expédients dont Fouquet était coutumier. Des investigations de Colbert résulteront une cabale faite de sombres manœuvres politiques et juridiques qui aboutirent à la chute du flamboyant surintendant. Ce dernier est arrêté par le capitaine des mousquetaires d'Artagnan, dont on parlera plus tard si vous voulez bien, le 5 septembre 1661, au terme de nombreuses péripéties et d'un procès politique truqué de 3 ans. Fouquet sera reconnu coupable de péculat, détournement de fonds publics et condamné au bannissement en décembre 1664. Il sera conduit au donjon de Pignerol où il mourra 15 ans plus tard. Avec la chute de Fouquet et de son clan, Louis XIV a mis à bas de manière publique et retentissante l'un des symboles du système politico-financier mis en place sous Mazarin. Cette rupture radicale a pour effet de lui donner des coudées franches pour réformer le fonctionnement de l'État monarchique. C'est là un coup de majesté, ou coup d'État si vous voulez, qui a valeur de symbole et ce malgré les oppositions qu'il put soulever dans le pays. Ouais. Fouquet déchu, Colbert nommé contrôleur général des finances, semble a priori triompher. Il est ainsi chargé du développement économique de la France et possède une grande marge de manœuvre pour mettre en place sa politique. Sa clientèle et son clan occupent une place importante à tous les niveaux du royaume. Néanmoins, Louis XIV prend bien garde de ne pas lui laisser trop de pouvoir, voulant rompre avec la domination d'un seul ministre, initié par Richelieu
Il favorise l'émergence d'un clan rival de celui de Colbert, les Tellier-Louvois. Cette famille sera au cœur du développement militaire français de l'époque, Colbert se réservant l'expansion navale et coloniale. Le roi Soleil avait fait sienne cette maxime. Diviser pour mieux régner, oui, ça c'est, je sais pas si c'est de lui, mais enfin bon. La guerre d'évolution, on aurait pu penser que le royaume, désormais mûr pour les réformes politiques de grande ampleur, ça chauffe, hein. Louis se serait contenté du statut que sur le plan européen, c'était sous-estimer le désir ardent de s'illustrer du jeune roi dont on avait eu un aperçu dès 1662 avec l'affaire des gardes corses du pape. Je vais peut-être enlever ça. Je ne sais pas si ça va aller, mais je vais devoir retirer ça apparemment. Alors, la guerre de dévolution, moi je viens de commencer à le lire, donc. De plus, Louis XIV ne recherche pas à mettre en place une monarchie universelle, le thème solaire qui lui est associé ayant plus vocation de propagande interne. Oh là là. Il n'en est pas moins conscient de la fragilité de la situation géopolitique de la France. Cette dernière est toujours à la merci d'invasions, notamment au nord et à l'est. Il est donc essentiel d'obtenir des frontières plus aisément défendables, le fameux précaré. De telles prétentions, couplées à l'imprévisibilité du roi, effraient l'Europe face à une Espagne déclinante et à un Saint-Empire plus divisé que jamais. La France, première puissance démographique d'Europe, fait figure d'ogre. Oh. La mort du roi d'Espagne, Philippe IV, en septembre 1665. À la mort du roi d'Espagne, Philippe IV, en septembre 1665, Louis XIV déclare à Madrid, au nom de son épouse, diverses places de l'actuelle Belgique, ainsi que la Franche-Comté. Il s'agit là de territoires censés compenser la dot qui ne fut jamais versée après son mariage avec l'infante Marie-Thérèse. Le roi de France habilla ses revendications d'un principe juridique douteux, dit droit de dévolution, lorsque les exigences françaises furent rejetées par l'Espagne en mai 1667. Louis XIV se mit immédiatement en campagne. On constatera que cette guerre fut habilement préparée par Le Tellier, assisté de son jeune fils le marquis de Louvois. La France, qui profite alors des premières retombées économiques du volontarisme économique colbertien, donc peut consentir un grand effort financier pour sa préparation militaire, en plus d'aligner des armées nombreuses et bien pourvues. Elle dispose d'excellents chefs tels que Turenne et Condé. Avec la marine renaissant sous l'impulsion de Colbert, le royaume possède le premier et meilleur outil militaire d'Europe. Ah bah tiens, on avait battu l'Angleterre du coup. Ou plutôt l'Angleterre n'était pas encore la première flotte maritime au monde. Cette guerre sera pour l'époque une guerre éclair. Commencée en mai 1667, elle s'achève à peine un an plus tard au traité d'Aix-la-Chapelle. Louis XIV, qui a participé personnellement aux campagnes et mis plusieurs fois sa vie en danger, au point d'excéder Turenne, n'a cependant pas obtenu la victoire qu'il souhaitait. Certes, il parvient à annexer de nombreuses places au nord, bientôt fortifiées par Vauban, mais la frontière en résultant est encore difficilement défendable. Voilà Louis XIV triomphant à Maastricht. Vous voyez, les rois, les princes n'avaient pas peur d'aller sur le terrain pour se battre. Le roi de France a été
a été opté pour la modération, notamment parce qu'il estime que l'effondrement final de l'Espagne n'est plus une question d'années. En effet, l'héritier de Philippe IV, Charles II, est un être chétif et maladif, affligé d'un nombre impressionnant de tares congénitales. On pense à sa mort prochaine, et Louis XIV, comme l'empereur Léopold à Vienne, se prépare à se partager son héritage. Enfin, l'ambitieux roi de France projette déjà sa prochaine guerre, celle qui le verra envahir les Provinces-Unies, Pays-Bas actuels. La guerre de dévolution a achevé de convaincre de nombreuses cours européennes que le royaume de France possédait des visées hégémoniques sur le continent. Ainsi, en janvier 1668, la Suède, les Provinces-Unies et l'Angleterre se sont alliés pour freiner l'expansion française aux Pays-Bas espagnols. Louis XIV sait que cette coalition tient pour beaucoup à l'activisme des Néerlandais et surtout à celui du futur Stadtounder Guillaume d'Orange. Les marchands hollandais, les Pays-Bas, sont à l'époque la première puissance commerciale d'Europe, évidemment. Redoutent la présence française au sud de leurs frontières et prennent ombrage des prétentions coloniales et navales de Colbert. La guerre de Hollande, néanmoins, ce dernier est opposé à tout conflit avec les Provinces-Unies, estimant qu'il faudrait d'abord renforcer l'économie nationale. D'autres ministres du Roi Soleil pensent, eux, qu'une guerre en Hollande ne cadre pas avec le grand projet géopolitique d'alors, à savoir le démembrement de l'Empire espagnol. Mais Louis XIV, frustré par le résultat mitigé de la guerre de dévolution et conforté par l'optimisme de Turenne et Louvois, finit par se décider pour l'épreuve de force. Il faut dire qu'il a alors remporté un beau succès diplomatique en retournant le roi d'Angleterre, Charles II, contre les Hollandais, ce à grand renfort de subsides. Le 22 mars 1672, donc, la flotte anglaise attaque un convoi hollandais au large de l'île de Wight. Le 6 avril suivant, la France déclare la guerre aux Provinces-Unies. L'offensive, qui aurait dû être un jeu d'enfant, se révèle bien vite un casse-tête pour les Français. Certes, les places ennemies tombent les unes après les autres, mais le 20 juin, les Néerlandais rompent leur écluse et provoquent l'inondation du pays. Les troupes françaises s'embourbent dans une campagne harassante, faisant face à une résistance acharnée menée par Guillaume d'Orange, le nouveau Stadtfuser, ou Stadtfuder, je ne sais pas comment on dit. Peu après, l'empereur Habsbourg décide de se joindre au combat contre les Français et entraîne à la suite le Brandebourg. Les troupes françaises sont alors contraintes de reculer et d'adopter une posture plus offensive. L'année suivante, l'Espagne se rallie à la Grande Alliance de la Haye. De local, la guerre est devenue européenne. Elle va durer encore 5 longues années. Face à une coalition d'ampleur inédite, les forces françaises vont offrir une prestation plus qu'honorable, et ce, sur tous les fronts. À terre comme en mer, le conflit est acharné, cruel même, et les troupes françaises commettront de nombreuses exactions en Hollande, mais aussi au Palatinat. Sur le plan intérieur, la situation se dégrade peu à peu. Les excédents financiers du début du règne ne sont plus possibles, et Colbert se voit contraint de recourir à des acrobaties financières que n'aurait pas renié Fouquet. La pression fiscale qui en résulte, conjuguée à la hausse du coût des produits de première nécessité, vont provoquer plusieurs révoltes populaires, principalement en 1674 et 1675.
Louis XIV, malgré sa volonté d'obtenir un terme favorable à cette guerre, accepte des pourparlers lorsque l'Angleterre finit par se rapprocher des Hollandais. Ces négociations, initiées dès 1677, seront d'une grande complexité au vu du nombre de belligérants impliqués. Elles sont de plus menées en parallèle avec les offensives françaises du début de 1678, à l'occasion desquelles les Pays-Bas espagnols sont partiellement conquis. Avec les troupes françaises devant Anvers, les Provinces-Unies sont à la merci de Louis XIV. Ce dernier entame donc la phase finale des négociations en position de force. Louis XIV le Grand. Alors je crois qu'on va arrêter là parce que c'est encore très long. Ouais, je crois que là... Ouais, je crois qu'on va pas trop continuer là. Aïe, 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 chers amis, c'est très long cette histoire-là. Mais ça vaut la peine, hein, ça vaut vraiment... bon, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, d'accord. Alors, Louis XIV le Grand, j'en suis où là? D'accord, 89 déjà. Le traité de Nimègue, août 1778, qui en résulte, vaudra au roi de force son nom de Louis le Grand. Il peut en effet apparaître alors comme le grand vainqueur de cette guerre, une manière d'arbitre de l'Europe, la France qui a su défaire une coalition imposante ou obtient des Provinces-Unies qu'elles autorisent le culte catholique, et de l'Espagne, la Franche-Comté, le Cambrésis, une partie du Hainaut et la partie de l'Artois qui lui manquait. De l'empereur et duc de Lorraine, Paris obtient des concessions et quelques places fortes stratégiques. Les frontières françaises atteignent désormais le Rhin. L'encerclement du royaume par les Habsbourg est brisé. Ah là là. Ce triomphe inespéré au vu de la situation en 1674 ne doit cependant pas masquer les faiblesses de la position française. Le royaume a lourdement souffert du fardeau de la guerre des finances, sont au plus mal. Le conflit a d'autre part condamné à l'échec les tentatives d'expansion commerciale et coloniale voulues par Colbert, tout comme il a empêché la modernisation économique du royaume. Les conséquences à long terme en seront dramatiques. De plus, il faut souligner que les Provinces-Unies ont sauvegardé leur territoire. Guillaume d'Orange dispose toujours d'un redoutable pouvoir de nuisance. Enfin, le comportement des troupes françaises a retourné l'opinion de nombreux États allemands contre Louis XIV, désormais décrié comme un despote sanguinaire. Quoi qu'il en soit, en 1678, le roi Soleil est au zénith d'une gloire pour jamais associée à Versailles. Plus que beaucoup d'autres entreprises, le projet versaillais est associé au nom de Louis XIV. Il évoque à la fois le raffinement d'une société de cour parvenue à un extrême degré de sophistication, mais aussi de nombreuses intrigues et des dépenses somptuaires qui pèseront lourdement sur le destin du royaume. Oui, ça, bon. Qu'en était-il en réalité? Pourquoi Louis décide-t-il au cours des années 1670? La décision fut, semble-t-il, définitivement prise en 1677 de fixer la cour à Versailles. Oui, bon, après je dirai quelques mots à la fin de cette histoire. Si sa relative méfiance par rapport à l'agitation parisienne joue un rôle dans cette décision, rappelons-nous les frayeurs de la Fronde qui doute que pour le roi Soleil, le départ du Louvre est un moyen d'imprimer sa marque dans l'histoire de France
passionné d'architecture et d'ordre, voulant plier la nature à sa volonté, tout comme les hommes, la transformation d'un modeste relais de chasse en un vaste complexe curial est un acte éminemment politique. À bien des égards, il signifie le passage de l'âge baroque, violent et chaotique, à l'âge classique, qui se veut raison et unité. Bon, ça, Versailles, un palais pour le roi Soleil. Alors, il manque dans ce château que nous voyons aujourd'hui, chers amis, en 2025, il manque cette partie-là et celle-là. Nous n'avons plus que ça. Vous voyez? Je vous le montre, hein. Et là, c'est le palais à travers une peinture, hein, enfin une gravure,